Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie du Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors Morgane, on va faire une interview un petit peu particulière aujourd'hui sur un sujet, alors que moi que je trouve super intéressant, mais qui peut être un peu touchy, surtout en Occident. Donc on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Donc Morgane, aujourd'hui on va parler de la transidentité, et notamment de la transidentité du point de vue de l'Inde, de l'hindouisme, de l'Ayurveda. Alors avant qu'on rentre dans ce sujet super passionnant, est-ce que tu peux déjà nous dire avec quel genre est-ce qu'il faut utiliser. Nous parler un petit peu aussi de ton parcours professionnel dans un premier temps. D'accord. Alors en français, il n'y a pas il y a pas de genre neutre, il n'y a pas de troisième genre, donc c'est un peu embêtant pour moi. Mais du coup, je préfère être genré au féminin. Ouais. Donc Après, si il aucun. y a, ouais, après si par mégarde, je suis genre masculin, je m'en offusque pas non plus. Bah, je suis thérapeute en Ayurveda déjà depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai étudié en Inde, à Bénarès, avec un Vaidya d'une famille de médecins ayurvédiques. Euh, donc la famille Mishra. Bon, beaucoup de brahmanes s'appellent Mishra à Bénarès, donc ça ne donne pas beaucoup d'indications. Mais voilà, donc j'ai passé quelques années là-bas à ses côtés. Et j'ai fait aussi des formations un petit peu plus techniques avec l'un de ses collègues, notamment Pramod. Et puis enfin, son officine, oui, pardon. Déjà, en fait, sa spécialité, c'est ce qu'on appelle en Inde, la version anglisée, c'est Drug Standardization. Pharmacie, en fait, c'est la pharmacie ayurvédique. Donc, en fait, il a une officine pharmaceutique donc à Bénarès. Donc, j'ai appris surtout en pharmacie, c'est-à-dire j'ai commencé l'ayurveda par la pharmacie, par la pharmacopée. Voilà. Et donc, c'est aussi voilà, un pharmacien et aussi un alchimiste, on peut appeler ça, vu qu'il travaille beaucoup avec les minéraux, les métaux. Wow, alors là, c'est tout un autre sujet qui a l'air tellement passionnant. Et je sais, alors en plus de la botanique, toi, tu as aussi une spécialité en psychologie ayurvédique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais Et c'est pas avec lui que j'ai travaillé ça, parce que c'est pas du tout sa spécialité. Voilà. Et puis c'est une spécialité qui est pas tellement répandue en Inde. Bon, moi, il y a quand même des facs qui essayent d'ouvrir des cursus de temps en temps, mais il y a trois, quatre personnes inscrites, donc souvent c'est annulé. Donc, oui, il y a encore, enfin, il y a effectivement une spécialité de psychologie ayurvédique, Bhuta Vidya. Euh, donc moi après j'ai été rencontrer des psychiatres ayurvédiques de l'université de Bénarès, à la BHU, la Banaras Hindu University. Disons que ça reste des enseignements assez théoriques. Donc du coup il a fallu que j'aille chercher les enseignements pratiques ailleurs que dans l'Ayurveda, on va dire classique et le monde très académique de l'Ayurveda moderne, plutôt en fait dans le monde des guérisseurs en fait, des guérisseurs locaux. hmm, plutôt le côté chamanique finalement de la partie On peut ayurvédique. dire ça comme ça, ouais. C'est pas un terme indien du tout, mais oui, ça ressemble quand même beaucoup plus à ça, ouais. Alors, on ira un petit peu plus loin du coup sur ce sujet tout à l'heure, notamment au travers de la transidentité au regard de Vidya. Mais pour revenir du coup sur notre sujet, la transidentité, donc toi tu es une femme trans, si je dis les choses comme il faut, n'hésite surtout pas à me reprendre si je dis des bêtises, parce que c'est un sujet où je suis très néophyte, je ne connais pas tout. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sur ce chemin de la transidentité et peut-être voilà, des choses un petit peu personnelles, comment tu en es amené, t'as été amené du coup à découvrir finalement cette transidentité. Mm. Ça a été un long parcours, long chemin, semé d'embûches, encore aujourd'hui. Je me suis rendu compte de ça quand j'avais 18 ans, 19 ans, je sais plus. Et puis, aujourd'hui, j'en ai 42 et j'ai fait mon coming out il y a un an et demi, donc ça veut dire 20 ans de placard, comme on dit chez nous. Donc 20 ans de secrets, de difficultés par rapport à ça. Et puis à un moment donné, ça a été tellement évident, tellement fort que j'ai décidé de l'assumer. Voilà. Donc en fait, ça m'est venu à l'esprit bien avant que je commence à partir en Inde. Hmm. Et en Inde, j'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait des trans et qu'elles étaient relativement, enfin, pas relativement, elles étaient carrément visibles.
comparé à la France et puis à la culture européenne en général. Donc c'est vrai que ça m'a en plus titillé en Inde par rapport à ça. Voilà. Alors peut-être pour éclairer aussi nos auditeurs qui seraient encore plus perdus ou plus novices sur ce sujet, la transidentité du coup c'est quoi? Pour faire très simple. Et du coup, est-ce que toi tu as vu des différences, et là je me doute que oui, entre la transidentité qu'on vit en Inde et celle qu'on vit en Occident? En tant que tel, en tant qu'expérience personnelle, peut-être un peu, mais c'est surtout en termes social. C'est pas du tout le même regard, c'est pas du tout le. Là où il y a une très grosse différence. Donc la transidentité, la définition moderne, alors il me semble que c'est en fait l'incongruence entre le genre assigné à la naissance et le genre de la personne en fait. C'est-à-dire, bon, bah, moi j'ai été assigné garçon à la naissance parce que sexe biologique garçon. Et bah ça, on n'en parle plus, sauf que maintenant, c'était plus compliqué que ça. Donc du coup, mon genre, qui n'est pas purement féminin, hein. Moi, je me considère comme non-binaire, mais plutôt poussé vers le côté féminin, que j'ai mis de côté pendant très longtemps. Donc là, du coup, j'y vais un peu plus fort. Euh, bah, ne correspondent pas à mon sexe biologique, entre guillemets. Ça veut pas dire que je renie mon sexe biologique, hein, pas du tout. Ça veut juste dire que là, il y a une incongruence, entre guillemets, il y a une sorte de bug, on va dire, et ça arrive bah, chez pas mal de gens. Enfin, proportionnellement à l'ensemble de la population, ça reste peu, mais il y en a quand même, et depuis toujours. Et donc du coup, tu disais qu'en Inde, socialement, c'était complètement différent, du coup, cette acceptation, cette vision de la transidentité par rapport à l'Occident. Est-ce que comme ça, tu as des exemples de choses qui t'ont marqué par rapport à cette transidentité, comment elle est vécue en Inde? Euh, ouais, bah en fait, mon premier coming out, en fait, je l'ai fait en Inde. Je l'ai fait en Inde lors d'un de mes séjours. C'est avant d'assumer ça en France. J'ai assumé ça en Inde. Alors pendant quelques temps, parce qu'après le chemin que j'ai fait en Inde m'a conduit sur d'autres thématiques à explorer, pas que celle-ci. Donc j'ai levé un petit peu le pied sur ce côté-là, mais en fait un jour, ouais, quand je suis arrivé en Inde, j'ai décidé bon, ok, maintenant j'assume d'être trans là-bas, et puis et c'est vrai que, bah, par exemple, tous mes amis que j'avais à Bénarès, etc., je dis pas que c'est passé comme lettre à la poste, ils étaient quand même étonnés parce qu'ils avaient l'habitude de me voir garçon et point barre. Mais en fait, bah voilà quoi, ok, d'accord, Morgane est trans, basta quoi. Normal, enfin normal en tout cas. Et ouais, c'est rigolo. Mon, on m'avait donné comme prénom en Inde Sudama, qui est un prénom masculin, qui est un ami d'enfance de Krishna. Et du coup, on m'appelait Sudama Darling. C'est trop mignon. Ouais, je trouvais ça super. En fait, c'est super mignon, quoi. C'est le côté indien super mignon, super doux, quoi. Et je m'étais senti bien. Alors après, il n'y a pas les mêmes enjeux. Je veux dire, là-bas, j'étais une pièce rapportée, hein, et je le suis toujours. J'ai pas ma famille là-bas. Je fais pas partie d'une caste. Donc finalement, ils s'en fichent. Après, pour quelqu'un, une trans qui naît d'une famille de brahmanes, là oui, ça peut être un peu plus compliqué, quoi. Parce que si je me méprends pas, il y a quand même une caste particulière associée aux personnes trans, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est la caste des Ishras, on appelle ça. La caste des Ishras. Donc ça, mais ça, c'est en train de changer, en fait. La caste des Ishras est un peu en train de se reconfigurer, on va dire. Et d'ailleurs, change de nom. Donc ça, oui, il y a vraiment un mouvement trans en Inde assez important qui se fait en plus bah, en plein contexte de l'Inde de Modi, hein, donc c'est très particulier. Et c'est un mouvement, ce qu'on dit en anglais, de empowerment, en fait. C'est-à-dire, effectivement, la caste des Hijras, c'est une caste discriminée, parce que c'est quand même considéré comme une basse caste, en fait. Et d'ailleurs, alors c'est une caste d'adoption, c'est-à-dire, en fait, bah, l'idée, c'est que les Hijras naissent d'une famille, d'une caste particulière. Alors, particulièrement si elles naissent d'une famille de brahmanes, par exemple, et que elle se révèle trans, bah, la plupart du temps, en fait, elle est rejetée de sa famille et elle termine à la rue. Et c'est la communauté trans, donc les Ishras, qui la recueille. Hmm. Et elle appartient, donc il y a des rites d'initiation, hein, maintenant, et elle change de caste.
Donc voilà, donc c'est effectivement euh, comme ça que ça se passe. Après, si la personne vient d'une caste, d'une basse caste ou une caste inférieure à la caste des brahmanes, bon, finalement d'un côté ça pose moins de problèmes parce que il y a moins d'écart en fait en termes de reconnaissance sociale et de. Mais donc voilà, ça c'est vraiment dans le contexte de l'Inde des castes et comme. Alors ça veut pas dire que les castes c'est terminé en Inde complètement, loin de là, mais en fait ça c'est pas moderne, mais ça date après donc cette distinction des trans en tant que caste particulière. Euh, alors c'est possible qu'il y ait vraiment des sources parce qu'on voit dans les textes de législation, dans les Dharma Shastras, qu'effectivement il y a des suppositions que quand on assume d'être trans, en fait, on perd sa caste. Mais c'est surtout aussi à l'époque donc des Mongols, parce que Isras c'est pas du tout un nom sanskrit. Hein. Isras c'est un nom arabe à la base, c'est la Isra. Hmm. La Hijra. Et la Hijra, c'est quoi? En fait, ça désigne l'épisode en fait où Mohamed avec ses compagnons ont fui la Mecque pour s'installer à Médine. C'est l'exil en fait. Et d'ailleurs, les musulmans parlent de la Hijra pour quand ils vivent dans un pays non musulman et qui veulent vivre dans un pays musulman selon les règles musulmanes. Donc du coup, ils font ce qu'on appelle la Hijra. Donc moi, je reste, je n'ai pas encore complètement fouillé la question de pourquoi les trans se sont fait appeler Hijras, mais à mon avis, c'est dans un contexte islamique, hein. C'est-à-dire l'idée un peu d'exil. Alors non pas d'exil géographique, quoi qu'il y en a eu, hein, des exils de trans en Inde du nord vers le sud, notamment sous la domination anglaise, mais d'exil de genre en fait. C'est-à-dire d'être d'un genre masculin et de s'exiler en fait de ce genre masculin pour aller vers le genre féminin. Donc à mon avis, il y a cette idée-là dans le terme d'Isras. Et moi je trouve que c'est génial parce que ça nous montre aussi que c'est pas quelque chose de récent, parce qu'en Occident on a l'impression de découvrir la transidentité, surtout là ces dernières années, comme si c'était quelque chose qu'on n'avait jamais connu, ou en tout cas ça explose un peu au niveau des médias, et alors que finalement c'est un peu vieux comme le monde. Oui, oui, complètement. Oui, oui. Non, on retrouve déjà des histoires de trans dans les Védas. Et il me semble également dans le Mahabharata aussi, dans beaucoup de Oui, textes. ah oui, 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 oui. Alors dans le Mahabharata, oui, oui, il y a dans les deux sens. Hein. Alors maintenant, c'est des termes qu'on emploie plus trop dans la communauté. C'est MTF qui veut dire male to female et FTM female to male. Donc mais dans les deux sens, c'est ça que ça veut dire. Et effectivement, il y a des femmes trans, donc alors c'est plus compliqué que ça. Par exemple, Arjuna, à un moment donné, une période de sa vie où il vit en transe. Mais ça reste un homme pour lui, hein. C'est juste qu'en fait, l'histoire, Arjuna, à un moment donné, il a refusé les avances d'une très belle Apsara, c'est-à-dire une nymphe. Et la nymphe, elle a pas été du tout contente du vent qu'elle s'est pris, c'est le cas de le dire, parce que c'est des êtres de vent. Et elle a maudit, en fait. Elle a dit, ah bah, puisque c'est comme ça, tu vivras en transe. Et puis, en fait, bah, d'un côté, c'est bien tombé pour lui, parce que c'était à l'époque donc de l'exil des Pandavas. Et du coup, ça lui a permis de vivre incognito à la cour d'un roi, en fait. Hmm. Donc ça, voilà, c'est l'une des histoires du Mahabharata. Et sinon, il y a Shikandi. Oui. Et là, c'est donc un homme trans. Et donc là, c'est un personnage vraiment important du Mahabharata, puisqu'en fait, c'est la réincarnation enfin, de la promise de Bhishma, qui donc a été délaissée parce que Bhishma, en fait, bon, dans l'histoire, bon, c'est un peu complexe, hein, si je me souviens bien. En gros, Bhishma, on organise en fait la cérémonie pour choisir l'épouse de Bhishma. Et c'est elle en fait qui est désignée. Et sauf que Bhishma, en fait, il fait vœu de chasteté. Et donc, il lui dit, bah, désolé, en fait, ça va pas être possible le mariage avec toi. Et donc, la femme le prend extrêmement mal, part en exil, dans un malheur terrible, et jure de se venger de lui. Donc après, elle se réincarne donc en Shikandi, donc qui est un homme trans, donc assigné. Enfin non, pour le coup, il est élevé tout de suite comme un homme, hein. Donc ça, c'est voilà. Il est élevé comme un homme. Et c'est d'ailleurs sous les recommandations de Shiva. Je crois que son père, en fait, le Shiva dit à son père, tu élèveras cet enfant comme un homme, même si c'est une femme biologique. Et donc, Shikandi est marié à une princesse, sauf qu'il y a des rumeurs qui courent que, bah, en fait, c'est pas un vrai homme, en fait. Et donc, panique à bord, parce que comme c'est quand même un prince, hein, un prince trans, et ben, ça peut provoquer gros conflits entre
les deux rois, les deux familles. Donc, panique à bord, Shikandi part dans la forêt et rencontre un yaksha, un lutin en fait, version indienne. Et en fait, ils échangent de sexe. Donc là, il y a une transformation miraculeuse biologique, hein, une métamorphose, on peut dire, et il revient avec un sexe biologique masculin. Donc il n'y a plus de doute possible en fait. Donc voilà, donc l'histoire s'arrête là. Mais après, donc il est nommé par les Pandavas comme général d'armée. Donc c'est avec Arjuna, Shikandi et Arjuna qui vont effectivement enfoncer les lignes ennemies sur le Kurukshetra pour terrasser Bhishma. Et après, donc Shikandi est tué par Drona. Donc c'est vraiment, ouais, c'est une figure virile, hein, c'est-à-dire c'est un homme trans, mais général d'armée, quoi. Oui, Ça me fait penser un peu à Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Bon, ça c'est la théorie woke sur Jeanne d'Arc, mais en fait, pour moi, c'est pas qu'une théorie, parce que quand on retrouve les récits, notamment les interrogatoires en fait ecclésiastiques, Jeanne d'Arc a été brûlée, donc ils ont fait quand même semblant un peu de l'interroger avant de la brûler, et elle dit bien, je préfère mourir plutôt que de m'habiller en femme. hmm, On lui reprochait, l'un des chefs d'accusation à l'encontre de Jeanne d'Arc, c'est qu'elle portait non seulement la tenue des hommes et l'épée qui était réservée aux hommes. Et donc, elle a dit, je préfère mourir plutôt que de renoncer à ça. Et ça fait penser, dans d'autres cultures, il y a aussi l'histoire de Mulan. je pensais à ça exactement, tu vois, ça me fait penser à cette histoire de Mulan qui en fait du coup est une femme trans, enfin un homme trans puisqu'elle s'est Alors, déguisée. est-ce que c'est une femme qui se déguise pour ou est-ce que c'est une femme qui se sent homme? A priori, ça, les spécialistes des études de genre, etc., ils disent qu'en fait, c'est des questions anachroniques. C'est pas des questions qui se posaient à cette époque-là. Mais c'est peut-être aussi une manière d'élaguer d'éluder la question, en fait, hein. Voilà. Alors du coup, ce qui est super intéressant dans ce que tu nous expliques aussi, c'est qu'il y a une forme de transformation de genre. Alors il y a la transformation, on va dire, This audio was created with Podcastle.ai. une forme de transformation de genre. Alors il y a la transformation, on va dire, non physique, bon, dans le sens où voilà, on va porter les habits du sexe que l'on souhaite être, que l'on est en fait, on va dire, qu'on aimerait être. Et puis il y a la transformation vraiment physique, et pour le coup par le yaksha, où là du coup on a finalement un changement d'organe, donc une réelle transformation. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve, cette distinction entre la réelle transformation physique, ceux qui passent par la transformation physique, et puis ceux qui vont rester, on va dire, genrés par leur sexe biologique avec lequel ils sont nés. C'est Non, pas intéressant. trop. En fait, parce que là justement, il faut revenir à l'Ayurveda, parce que dans les textes classiques de l'Ayurveda, il y a effectivement la définition de la transidentité et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersexuation, l'hermaphrodisme, en fait, et c'est deux choses différentes. Donc l'hermaphrodisme, en fait, qui est le fait de naître, alors par exemple XXY, hein, on n'est pas forcément XX ou XY, on peut naître XXY, donc ça a été longtemps considéré comme une maladie génétique, hein, en Occident, mais en Inde, en fait, c'est pas une maladie, c'est ce qu'on appelle le troisième sexe au sens strict, au sens biologique du terme, Napumsaka. Et donc ça, en fait, ou Tritiya Prakriti, c'est-à-dire la troisième nature. Et ça, en fait, c'est considéré comme une réalité biologique possible. Donc ça, c'est pour les personnes intersexes et hermaphrodites. Par contre, pour les personnes transgenres, là, on appelle ça Nara ou Narish Shanda. Et c'est pas dans la même catégorie, même s'il y a aussi une origine innée, hein, c'est pas acquis, hein, c'est pour la médecine ayurvédique, que ça soit l'hermaphrodisme ou la transidentité, c'est considéré comme inné, inné. C'est de l'ordre de la prakriti. Voilà. Donc, par contre, les transformations biologiques, en fait, c'est vrai que la transformation majeure, notamment dans la communauté Hijras, c'est ce qu'on appelle l'opération avec un grand O qu'on ne nomme pas, qui est un peu je sais pas comment expliquer. Bon, c'est vrai que ça, c'est important dans l'histoire de la transidentité, mais pour la communauté trans, bon, c'est pas que c'est un sujet tabou, mais disons que ça n'a pas autant d'importance pour nous maintenant que ça en avait à un certain point et à un certain temps, et aussi ça n'a pas autant d'importance que ça en a l'air. Donc, effectivement, chez les Hijras,
on considérait qu'il y avait des degrés entre guillemets dans l'initiation Hijras, c'est-à-dire des personnes trans qui vivent encore avec des caractères biologiques masculins, mais qui ne font qu'entre guillemets que s'habiller en femme et avoir des comportements féminins, et les personnes qui sont opérées, donc émasculées, hein, on va dire les choses telles quelles. Et donc là, elles sont considérées comme ayant atteint le nirvana. C'est-à-dire nirvana, donc le nirvana dans la communauté trans, chez les Hijras, hein, vraiment dans la case des Hijras, ça veut dire en fait l'opération. Donc la libération, c'est-à-dire et on considérait, bon ça c'est vraiment propre à la communauté Hijras, c'est considère qu'à partir du moment où en fait il y a plus d'attribut masculin, la virilité, c'est-à-dire le caractère masculin en fait disparaît avec. Beaucoup autour de la procréation, finalement aussi, peut-être tous ces tabous. Ah, mais complètement. C'est-à-dire, dans la culture indienne, la procréation, enfin, toutes les cultures traditionnelles, hein, mais particulièrement la culture indienne, la procréation est fondamentale, et notamment, si possible, la procréation d'individus mâles. Donc, la virilité, c'est-à-dire le fait d'être fécond et en plus de pouvoir donner naissance, si possible, à des individus mâles. C'est vraiment une obsession, hein, encore aujourd'hui en Inde, hein. Donc, et c'est pour ça que là, non pas l'hermaphrodisme, comment ça se dit plus trop comme terme aujourd'hui, hein, mais bon, on peut l'employer parce que c'est quand même parlant. Mais la transidentité était considérée comme justement une perte de virilité, c'est-à-dire définie au sens de les personnes trans ne peuvent pas se reproduire, alors que c'est pas forcément vrai, hein, d'ailleurs. Et que du coup, il y a un statut particulier. Donc, et c'est pour ça que dans les textes ayurvédiques, notamment dans la Shushruta Samhita, ou même déjà dans la Charaka Samhita, la transidentité est classée au même titre que, par exemple, l'homosexualité. Ce qui aujourd'hui, dans la communauté trans, ne fait pas sens, même s'il y a un agrégat de convergence de lutte, là, comme ce qu'on appelle le LGBT, hein, mais techniquement, ça n'a rien à voir. L'identité de genre et la sexualité sont deux choses différentes. Mais dans les textes érodiques, c'est classé ensemble. Non pas que la transidentité indique forcément une orientation sexuelle, mais le point en commun, en fait, c'est menace sur la procréation. C'est-à-dire, les personnes, que ce soit les personnes trans ou homosexuelles, en fait, n'ont pas forcément la capacité ou en tout cas l'envie de se reproduire dans le cadre d'un mariage classique et de donner naissance, si possible, à un individu mâle. Donc ça, en fait, c'est là où il y a un peu on va dire pas une stigmatisation, mais disons une particularité qui est voilà hors jeu quoi entre guillemets. Donc c'est pour ça que par exemple moi qui est une fille, quand j'ai fait mon coming out auprès d'un ami indien, il m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas être trans. Et je lui dis mais pourquoi? Il me dit bah, parce que sinon tu pourrais pas te reproduire. Vous voyez, c'est la logique en fait. C'est vraiment une logique indienne. Bon, c'est en train de changer quand même un petit peu, hein. Et ça en fait c'est né notamment des réflexions d'Ayurveda sur la question. Bah, ça me fait aussi rebondir sur des réflexions qu'on pourrait avoir en astrologie, notamment avec des malédictions comme le Sarpa dosha ou ce genre d'affliction par les Nagas qui viendraient en fait finalement montrer une infertilité, mais qui peuvent aussi montrer dans des thèmes des personnes qui veulent juste pas d'enfants. Et finalement, du coup, nous, avec notre interprétation moderne, on peut se dire, bah, finalement, est-ce qu'on peut considérer ça comme une malédiction ou juste, bah, simplement, on veut pas d'enfants ou voilà, c'est juste une autre façon d'appréhender la vie. Et se rappeler, du coup, que les textes ayurvédiques et astrologiques, c'est quand même très basé sur une vision très, on va dire, pragmatique de la vie. On se marie, on fait des enfants, on élève les enfants. Et Ouais. bien sûr, alors, tout ça sous fond de spiritualité, mais voilà, ne pas oublier que tous ces textes, en fait, finalement, ça a surtout pour but, un but on va dire pragmatique de reproduction et pas forcément toujours un but de reconnexion à soi et à ce qu'on veut réellement en tant qu'individu. Mm. Ah oui, oui, c'est clair. Mm. Donc on a quand même vu toute la partie sur comment ça se passe en Inde, etc. Et tu nous as parlé de ces fameux yaksha et de ces gandharvas. Alors je pense qu'il y a plein de monde qui a dû se noter ces mots dans un coin de leur tête. Mais qu'est-ce que c'est les yaksha, les gandharvas et qu'est-ce que ça a à voir avec notre histoire de transidentité? Donc vu que du coup toi tu es quand même spécialisé en Buddha Vidya, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est qui ces yaksha et ces gandharvas et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la transidentité? Ouais. Oui, bah là, ça fait le pont effectivement entre Budvidya et la transidentité, ouais, complètement. Euh, c'est des êtres surnaturels, entre guillemets, des êtres invisibles. C'est comme ça qu'on les perçoit. Alors, dans la psychiatrie ayurvédique, enfin la psychologie ayurvédique, faut pas employer les gros mots.
C'est pas forcément vu comme ça, hein. C'est plus lié en fait justement à soit à des traits de personnalité, ou alors éventuellement à des troubles mentaux. Voilà. Donc ce qu'on appelle Graha ou Bhuta, justement, hein, d'où le terme Bhuta Vidya. Mais dans le folklore, la culture hindoue, en fait, ce sont des êtres surnaturels. Donc il n'y a pas que des humains, il n'y a pas que des êtres visibles, il n'y a pas que des animaux et des êtres humains. Il y a aussi des êtres invisibles. Et donc, parmi ces êtres invisibles, il y a effectivement les Gandharvas, Apsara et Yaksha. Donc, les Gandharvas, Apsara, en fait, ça correspond, nous, dans notre culture, à ce qu'on pourrait appeler les muses, par exemple. Parce que les muses, en fait, les muses célestes, donc ce sont des esprits célestes qui vivent dans le ciel et les étoiles, hein, d'accord? Donc, dans les plans supérieurs. Donc après, est-ce que c'est intérieur, tous ces plans-là, ou extérieur, ou les deux? Bon, après, je laisse tout le monde trancher comme il veut. Peu importe, d'un côté, en tout cas, voilà comment on les définit, comment on les localise aussi. Et ce sont donc des êtres qui sont sous la juridiction du dieu Vayu, Vayudev. Bon, Indra aussi, parce que ce sont des danseurs de cour, les danseurs et danseuses de cour céleste et musiciens de cour. Alors les Gandharvas sont plutôt musiciens et les Apsaras danseuses. Donc en fait, ils sont au cours des dieux, des différents dieux. Donc chaque dieu a ses Gandharvas et Apsaras, non, que ce soit Indra, Kubera aussi. Et donc voilà, ce sont des êtres extrêmement raffinés, élégants et ayant la réputation d'être très romantiques. Voilà, très très romantiques. Il y a vraiment des romances fameuses entre Gandharva et Apsara, et aussi entre Apsara et être humain. Donc ça, c'est un peu un thème qui a traversé non seulement la culture indienne, mais aussi, c'est a priori importé jusqu'à chez nous, en Occident, le thème de l'amour impossible entre un être humain et une fée, par exemple. Et on retrouve ce thème-là au Moyen Âge notamment, et aussi, par exemple, chez Shakespeare. Donc il y a des théories qui disent qu'en fait, Shakespeare, enfin le thème de Roméo et Juliette, en fait, s'inspire de ces thèmes d'amour impossible entre être humain et être surnaturel. Voilà. Donc sauf c'est pas c'est pas les Montaigu, les Capulet, c'est les humains et les Gandharvas qui font. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, ça a une importance culturelle énorme, aussi bien dans la culture indienne que chez nous. Sauf que nous, on a beaucoup oublié toutes ces histoires de nymphes, de fées, de muses, etc. Alors, on retrouve la musique, dans le terme musique, hein, par exemple. La musique, bah, c'est la science des muses, tout simplement. Mais on a quand même beaucoup oublié. Et les yakshas, oui, alors peut-être passer sur les yakshas pour éviter de trop m'étendre. Les yakshas, c'est ce qui correspond plus aux lutins et aux fées. Donc, ce sont des êtres qui sont qui ressemblent beaucoup, alors plutôt pas particulièrement pour les yakshini, c'est-à-dire les femelles yaksha, elles ressemblent beaucoup aux muses. Parce que on décrit comme des êtres extrêmement séduisants et très très beaux et, et, euh, alors peut-être un petit peu plus terrestres, c'est-à-dire quand les yakshas en fait ils sont plus liés à la nature, aux cascades, aux grottes, c'est les esprits de la nature en fait, voilà, ils sont plus liés à ça. Donc voilà, les fées, les nymphes, les dryades, on les appelait aussi dans la Grèce antique. Les naïades, donc c'est plutôt les fées de l'eau, et les dryades, c'est les fées des arbres en fait, par exemple. Voilà. Donc et les yakshas, ça correspond aux lutins. Sauf qu'en fait, dans notre culture, on considère que les lutins, ils sont petits. Mais bon, ça, j'en ai parlé à un moment donné dans un atelier que j'ai fait. Je sais pas si tu te souviens. C'est le fait que, en fait, c'est une incompréhension. C'est-à-dire, à la base, tous ces esprits étaient considérés, pardon, notamment par les Romains, comme des divinités mineures, des génies, des genius. Et en fait, on a traduit en fait cette notion de divinité mineure comme une petite divinité de taille. Donc c'est pour ça qu'on les représente petits. Et puis en plus, bon, ça arrange bien parce que bah, les divinités anciennes du monde antique païen, c'est mieux qu'elles soient petites par rapport aux anges qui sont immenses, quoi. Oui. Et juste ouais, pour terminer ça, en fait, donc effectivement, il y a un lien entre la transidentité et ces deux catégories d'esprit, mais surtout aujourd'hui, en fait, le lien qui est fait, notamment par la communauté trans, j'en parlais au début du podcast, le changement de nom en fait, hein, de la communauté transcendante, de la communauté trans en homme. On les appelle plus les Ijras, on les appelle les Kinnar. Kinnar.
Et notamment, elle forme une communauté, ce qu'on appelle un sampradaya, notamment une communauté spirituelle. Et donc le Kinnar Sampradaya et le Kinnar Sampradaya, donc ça vient du mot Kinnar. Et Kinnar, c'est encore une catégorie d'esprits invisibles aussi, qu'on représente souvent comme des êtres chimériques à mi-chemin entre l'homme et l'oiseau, ou ou la femme et l'oiselle. Voilà. Et donc, alors, ce sont des êtres qui sont considérés comme change-forme, comme les yakshas d'ailleurs, et aussi qui pouvant changer de sexe en fait. D'où le lien qu'on peut faire du coup finalement à chaque fois que quelqu'un dans un récit indien rencontre un yaksha, il y a ce côté de changement de forme, changement de lettre. Finalement, la rencontre avec le yaksha, c'est ce qui initie du coup le changement, en tout cas le mouvement vers la transidentité. Oui, mais ça, je pense que c'est des thématiques qu'il faudrait. Bon, je sais pas encore. Il y a tellement de choses à chercher, à fouiller, mais à mon avis, ça, c'est des choses qu'on pourrait rapprocher, par exemple, des métamorphoses d'Ovide. Hmm. En fait, la thématique des métamorphoses d'Ovide. Donc, c'est vraiment aussi, c'est un thème très, très puissant dans la culture indo-européenne, on va dire. C'est pas juste vraiment dans la culture indienne. C'est juste qu'en fait, nous, par le christianisme, c'est des thématiques qu'on a plutôt essayé de côté, quoique apparaît parfois dans le christianisme, notamment à travers le culte des saints et certains saints, etc. Hmm. Et donc, du coup, finalement, alors, on sait qu'on a ce côté, donc, Bhuta Vidya, on va avoir, du coup, ces yakshas qui vont venir, tu parlais, du coup, donc, il y a la psychologie, puis il va y avoir le côté de la maladie mentale, si on peut le dire comme ça. Du Mm. point de vue de la transidentité, moi, ça me fait rebondir sur les sujets type les dysmorphies. Est-ce que c'est quelque chose qui s'aborde, du coup, au travers de Bhuta Vidya, et du coup, comment tu l'abordes, toi, au travers, du coup, de ces yakshas, Gandharva? Ouais, effectivement, c'est hyper intéressant, la dysmorphie et ce qu'on appelle la dysphorie de genre, qui est la maladie associée à la transidentité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre dysphorie de genre et transidentité. C'est-à-dire que la dysphorie de genre est une conséquence possible de la transidentité, c'est-à-dire la souffrance qui est associée au fait que bah, je me reconnais dans un genre particulier, par exemple moi féminin ou non binaire, et mon corps bah, est quand même super masculin, donc j'ai le seum, comme on dit. Voilà. Mais bon, ça, on en rigole, mais bon, moi, bon, je n'ai pas honte d'en parler. J'ai une dysphorie, entre guillemets, modérée. Donc, j'endors quand même la nuit. Et chez certaines personnes trans, c'est très, très fort. Je veux dire, c'est une souffrance, horrible. Et, bon, moi, des fois, j'ai des phases, comme par hasard, quand je suis pas très bien, un peu stressé, bah, comme par hasard, ma dysphorie, elle augmente. Bah, donc, mais chez certaines personnes, voilà, c'est vraiment une souffrance quotidienne et donc il y a des degrés des dysphories. Mais c'est la souffrance est associée au rapport qu'on a avec soi-même. C'est pas, je pense que je sais pas, mais dans une autre culture où la transidentité, c'est-à-dire vraiment l'ambiguïté, y compris physique et d'apparence, est plus acceptée, je pense que la dysphorie est moindre en fait. Donc il y a aussi une part sociale, je pense. Et dans la dysmorphie, c'est la même chose, mais c'est par exemple, je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression d'avoir un nez énorme, alors qu'en fait, pas forcément. Donc c'est une distorsion dans l'image de soi. Une distorsion dans l'image de soi, qui dépend bah, de notre état mental hein, sur le moment. Plus on est... et ça, alors par rapport à Bhuta Vidya, oui, effectivement, par rapport au yaksha, c'est-à-dire que l'un des noms de Kuber, donc le roi des yakshas et les yakshas sont présentés comme des êtres grotesques, les yakshas, les lutins. Contrairement aux Gandharvas qui eux sont voilà, des êtres tout à fait élégants, très, très beaux, très très fins. Les yakshas comme les lutins sont présentés un peu comme avec des trognes. Ouais, les petits lutins là, un lutin de Noël ça va, mais les lutins, genre les corrigans en Bretagne, quoi, avec des trognes, des nez pas possibles, des grandes oreilles, avec des poils dedans et des grands pieds. Bah, c'est un peu ça, les yakshas sont considérés comme des êtres grotesques, qu'on appelle vikata. Et donc, oui, il y a peut-être un lien avec ce rapport à l'image de soi et ce rapport au corps. Donc, alors, quand c'est des Bhuttas, quand on parle de Bhuta Vesha ou Bhuta Unmada en Bhuta Vidya, donc en psychologie ayurvédique, c'est que c'est un problème. Donc, c'est vraiment, on dit que c'est le yaksha en fait qui vient nous embêter, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est surtout un phénomène de dissociation. C'est-à-dire que les Bhuttas, en fait, sont extrêmement liés au phénomène de ce qu'on appelle dans la psychologie moderne de dissociation. Il y a quelque chose en soi qu'on a du mal à accepter et éventuellement des traumas aussi. Et plutôt que de l'intégrer, de le vivre en fait au sein de l'identité.
This audio was created with Podcastle.ai. De l'intégrer, de le vivre, en fait, au sein de l'identité personnelle, au sein de son intégrité psychique, eh ben, on va le dissocier, c'est-à-dire on va en faire comme une sorte de planète satellite, entre guillemets, qui va venir, en fait, nous embêter régulièrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle Bhuta Vesha ou Bhuta Unmada. Et donc, ça peut être lié en fonction des symptômes à différentes catégories de Bhuta, dont les yaksha, ouais. Et d'un point de vue plutôt ayurvédique, on va dire du point de vue des doshas, vu que là par exemple on était très relié à la divinité Ouais. Vayu, est-ce qu'on pourrait extrapoler le fait que des déséquilibres de type Vata, par exemple, donc là comme tu le disais, du stress, de l'anxiété, ça puisse amener ou amplifier ces phénomènes de dysmorphie, de dysphorie, pardon. Oui. Après, c'est toujours le problème, quel est l'œuf, quelle est la poule? Est-ce que c'est un excès de vata qui peut entraîner de la dysmorphie? Je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Si effectivement la dysmorphie est liée à un bhuta, ce qu'on appelle bhuta Unmada, par exemple un yaksha, déjà en fait, moi, dans mon expérience clinique, en fait, quand il y a un bhuta Unmada, que ça soit dysmorphie ou d'autres problématiques psychiques, en fait, j'appelle ça la danse des doshas. On tourne en rond, c'est-à-dire qu'en fait, on pense que c'est le problème de vata. Donc on accompagne la personne c'est OK, son vata il diminue, paf, c'est le pitta qui pète. On traite le pitta, ça marche, et après paf, c'est le kapha. Et on tourne en rond comme ça, on tourne en rond. Et ça en fait ça montre bien le côté cercle vicieux et comme on dit là, pour reprendre justement les yakshas, les lutins, la danse des lutins. On dit qu'en fait si on va dans la forêt et qu'on rencontre des lutins, ne surtout pas danser avec eux. Parce que sinon ils font des rondes jusqu'à temps qu'on en perde la raison, voire même jusqu'à la mort. Donc, et là, en fait, c'est un peu la même chose avec les doshas. On a l'impression de tourner en rond, en fait, jusqu'à un moment, on se comprend où on comprenne, pardon, que le problème, bah, ça vient pas des doshas, ça vient d'ailleurs, ça vient plus ce qu'on appelle les gunas, en fait, c'est-à-dire rajas, tamas. Donc là, c'est une forme particulière de trouble lié à rajas, notamment. Et c'est là où du coup on va vouloir cultiver sattva et du coup essayer d'apaiser finalement ce rajas qui serait trop présent. Oui, ça, c'est le côté palliatif. Hmm. Le côté palliatif. Sachant qu'il y a des bhutas qui peuvent être sadviques et qui peuvent poser problème aussi. Si du coup des bhutas sattviques qui viendraient du coup poser souci ou ce serait plutôt sur d'autres domaines Non, 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 non. Par rapport au Bhutha Sadvik, c'est lié plutôt à la spiritualité, en fait. D'accord. C'est les Buddhas, c'est-à-dire les dieux. C'est les divinités qui peuvent poser problème, notamment pour les personnes qui sont très religieuses, très spirituelles, entre guillemets, et qui vont en fait finir par déconnecter. Et puis à créer ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire une image de, enfin, c'est pas que une image de soi, mais c'est, on va dire, euh, comment expliquer ça, le faux self, sans être méchant. Si c'est plus. Voilà, tout est merveilleux, tout a un sens dans la vie, tout ce qui m'arrive, c'est l'abondance, c'est l'univers qui m'envoie ceci, qui m'envoie ça. Alors ça, c'est très bien, pourquoi pas. Mais parfois, ça peut entraîner aussi une déconnexion de la réalité quotidienne, entre guillemets. Et puis le décalage entre cette aspiration, cet idéal spirituel et la réalité quotidienne qui parfois revient en force, bah, ça peut provoquer de la souffrance. Et donc c'est plutôt ce genre de choses-là qu'on va mettre dans la catégorie maladie sadvique. Alors c'est une hérésie même du point de vue ayurvédique parce que sattva ne produit pas des maladies. Donc c'est un mélange souvent de rajas et de sattva. Hmm. Oui, que sattva pur ne pourrait Mais pas. non, le sattva pur ne produit pas de maladies. Hmm. Alors, je sors complètement du coq à l'âne, mais du coup, tu nous parlais des trolls tout à l'heure avec ces images un petit peu grotesques. Et moi, ça m'a fait penser Les au dessins burlesque. au burlesque? Oui, alors je sais pas si toi ça peut te présenter ça, mais tu vois, du coup, ce côté un peu à la fois ce côté Gandharva où on va aller, du coup, tu vois, se Ouais, représenter, ouais. danser, et en même temps le côté un peu plus, voilà, on va dire grossier, si on peut le dire comme ça, sans forcément Ouais. réduire le burlesque à ça. Ouais. Je trouve que ça rappelle, du coup, cette image, en tout cas, qu'on pourrait avoir. Bon, je sais Ah pas non, si- complètement, oui. Complètement. C'est l'univers, ça fait partie de l'univers des yakshas, le freak show aussi, quoi, le cirque, et puis dans notre tradition occidentale, la fête des fous, le carnaval. Oui, Et Quasimodo, bah, c'est un être difforme, entre guillemets. Il a un côté yaksha, quoi, presque Quasimodo. Et Esmeralda, bah, la belle gitane, elle a un côté fée, quoi.
Bon, après, là, c'est un peu une interprétation comme ça à la sauvage. Désolé, mais ouais, ouais, je trouve que ça fait sens. Mm. Et puis, on sait bien, les lutins, ils font des blagues, ils font des conneries. Dans la culture pop, moi, je trouve que ça me fait penser beaucoup aux Gremlins aussi. Oui, exact. Oui, qui viennent du coup foutre un peu le bordel. Ouais. Ouais, ouais. Donc on peut voir un petit peu du coup, en tout cas ces yakshas comme ceux qui viennent un peu foutre le bordel dans notre esprit entre guillemets. On a un coup de stress puis ils viennent nous mettre un petit peu le bazar Ouais. sur, Alors, sur le fonctionnement normal. dans les symptômes liés au yaksha, il y a aussi beaucoup de symptômes obsessionnels. Beaucoup de symptômes obsessionnels. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ça dans les légendes sur les lutins, notamment de Bretagne, où on dit que pour faire fuir un lutin, il faut déverser un sac de lentilles. Et le lutin, il est obsessionnel par nature, donc il va compter toutes les lentilles qu'il va trouver par terre. Donc du coup, ça l'occupe. Et du coup, pendant ce temps-là, il fait pas le bordel. Et donc c'est intéressant parce que quand on lit les symptômes en fait en Ayurveda des yakshas, il y a effectivement des obsessions. Donc ouais. Après, ouais, pour revenir au sujet de départ, le lien avec la transidentité, en tout cas, ce qu'on appelle transfemme, c'est pas forcément lié au yaksha, du coup, mais c'est plus lié au yakshini, c'est-à-dire les fées, Hmm. la fée Morgane au hasard. Coïncidence, la fait Morgane. Je ne crois pas. Bref. Mais c'est vrai que le trouble obsessionnel qu'on peut avoir du coup avec son physique, avec comment est-ce qu'on ressemble, comment est-ce qu'on se Oui. regarde dans le miroir, ça fait vraiment penser du coup à ces yakshini finalement qui viennent nous dire regarde ce détail-là de ton corps qui est peut-être pas comme tu aimerais qu'il soit, et ça peut du coup amener à des obsessions finalement. Oui. Bah oui, complètement. Alors, c'est pas crié au corps, hein, les histoires de yaksha et de yakshini. Aussi Non. à la richesse et notamment à artha, c'est-à-dire artha, hein, c'est-à-dire la richesse, l'abondance, le statut social, le patrimoine. Et donc effectivement, quand il y a des questions sur ce terrain-là, des questions qui sont douloureuses, euh, notamment qui peuvent engendrer de la frustration, par exemple, comme je serais heureux ou heureuse si j'avais une belle maison avec piscine et puis un travail où je serais enfin reconnu, etc. Donc, quand il y a un décalage entre l'aspiration et la réalité, bah, il y a une frustration. Et la frustration peut prendre la forme donc, d'un yaksha ou d'une yakshini. Comme c'est ça qu'on dit en fait. Hmm. Donc si on rêve d'être millionnaire et de vivre au bord d'une piscine, mais que on est dans un petit T2 et que ça correspond pas du tout à ce qu'on a envie, ça peut créer du coup de la frustration au point de coup de déclencher une possession compulsive. Des crises de yaksha, ouais. Mm. Hmm. Donc c'est pour ça que maîtriser ses désirs, c'est important. Oui, entre autres. Bon, sinon, pas le cirque dans des spectacles burlesques. Aussi. Pas forcément de voir la pire issue possible de ce problème. Bien, donc. Alors du coup là, vu qu'on est un petit peu sur les pathologies ou en tout cas ce qui peut découler de toutes ces problématiques de Yaksha et pour revenir sur ce sujet de la transidentité, et là je pense aux praticiens en Ayurveda, alors pas forcément formés en Buddhvidya, on mettra des petits liens dans la description pour ceux qui veulent apprendre Buddhvidya en détail avec toi, mais toi en tant que praticien, parce que ça fait quand même un petit moment que tu exerces, quand tu as et quand tu accompagnes une personne trans et qui du coup peut être sous les effets des Yaksha ou non, comment est-ce que tu conseillerais de s'y prendre? Tu vois, quelle serait la meilleure manière, alors sans forcément du coup être formé à Buddhvidya, mais du coup quels seraient les meilleurs outils ou la meilleure approche pour aider une personne qui du coup vivrait ces états, ces états problématiques et qui du coup créent beaucoup de souffrance. Hmm. Euh, Bonne question, parce que c'est pas fréquent, en fait. C'est pas fréquent d'avoir des patients trans, hein, tout simplement. Et moi, j'en ai jamais eu. Enfin, techniquement. Sauf si, enfin, c'est possible que j'en ai eu, mais en tout cas, la personne m'en a pas parlé. Alors, il y a eu des moments où, effectivement, j'ai eu des doutes, hein, entre nous. On a les antennes qui résonnent quand on se rencontre. Euh, mais après, c'est quand même un sujet tabou. Et effectivement, les gens qui sont trans et qui en plus vivent des états dysphoriques, bah, avant qu'ils aillent consulter, parfois c'est des années, des années, des années de honte et de se dire mince, mais chez qui je vais, chez qui je vais atterrir, hein. Surtout que en Occident, la transidentité
a longtemps été considéré comme une maladie mentale, comme une forme notamment de psychose, donc ou éventuellement même une perversion sexuelle. Hein. Ça se veut dire c'est encore là pour certaines personnes, c'est encore ça. Donc une personne trans qui arrive chez le psy qui lui dit ouais mais en fait techniquement ils le font plus, mais la crainte c'est qu'en gros que le psy il dit non mais faites-vous, enfin on va vous soigner parce que en gros c'est une perversion ou alors c'est une psychose. Et, euh, et voilà. Alors aujourd'hui, heureusement moins, parce que il y a ça, c'est ce qu'on appelle en fait maintenant les thérapies de conversion, c'est-à-dire bon, c'est valable pour les trans, c'est valable aussi pour les personnes homo, hein, c'est-à-dire je vais te guérir de ton homosexualité, quoi. Et ça, en fait, maintenant, c'est considéré comme une forme de torture mentale. Il y a absolument pas du tout de résultat. Et en fait, c'est interdit en France depuis quelques années maintenant. C'est littéralement interdit en France. Donc bon voilà, ça c'est effectivement la crainte. Donc, mais le gros problème, c'est qu'aussi le personnel soignant en général n'est pas du tout formé aux thématiques de la transidentité. Donc chez les psys même classiques, ça reste quand même beaucoup de bricolage. Hein. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc voilà. Après, le conseil que je pourrais donner si vous êtes thérapeute et que vous recevez des personnes trans, bah, c'est en fait, simplement d'accueillir la personne comme elle est. Et de pas inventer des souffrances là où il y en a pas. Si la personne vient vous voir et que c'est une personne trans et qu'elle a un problème de genou, euh, ça sert à rien de mettre sa transidentité sur le tapis. Ça peut être vraiment, c'est malaise, quoi. Oui, c'est un peu hors sujet surtout. C'est Ouais. complètement. Après, si une personne elle vient pour ça, bah en fait, bah effectivement, il faut mieux être formé à Bootvidia et à voir après s'il n'y a pas d'histoire de boutade, de problème, il y a ça, tout ça. Euh, ou, et pas forcément d'ailleurs, hein, pas forcément. Hein. Et surtout, c'est accueillir la personne dans ce qu'elle est. Si on reste dans le cadre théorique ayurvédique, ne pas oublier que la transidentité en tant que telle n'est pas une maladie mentale, hein, ni une maladie physique, c'est quelque chose de congénital. Donc ça, c'est vraiment traditionnel, dans le sens où c'est dans la Charak Samhita, dans la Sushruta Samhita et dans l'Ashtanga Hridayam. Donc c'est-à-dire que tout de suite, déjà, rien que cette posture-là, ce cadre-là, bah, ça fait déjà du bien chez les personnes trans. C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher la petite bête, ah oui, mais en fait, ça se trouve, vous avez un problème, non, en fait, voilà, c'est juste une particularité congénitale, en fait. Enfin, pas congénitale au sens héréditaire, hein. Quoique, ça, bon, je pense qu'il y a une part d'hérédité, en fait, dans la transidentité, mais ça, c'est plus mon opinion personnelle et mon expérience familiale. Mais le côté, en fait, condition de procréation. Voilà. Donc, ça dépend pas de nous. Oui, donc finalement, c'est la personne comme elle est, avec son problème, créer un cadre bienveillant. En fait, finalement, tout ce qu'on est censé faire tout le temps, finalement. Ah oui, c'est ça. Mais après, c'est difficile, effectivement, si la personne vient consulter parce qu'il y a des difficultés par rapport à ça, bah, si on n'est pas formé à bout du dia, c'est les outils, ça risque d'être un peu du bricolage. Après, par exemple, mais c'est pas inintéressant, hein, je veux dire, si de toute façon on fait un bilan ayurvédique et si c'est un bilan classique, on évalue l'état des doshas, et s'il y a trop de vata, effectivement, on essaye de calmer vata. Et on peut dire, voilà, bon, bah, en gros, essayer de vous relaxer un petit peu plus par rapport à ça. Et puis, voilà. Et puis, bon, ça peut aussi aider si effectivement, par exemple, il y a un apsara ou un gandharva derrière lié à l'élément vent. Du coup, bah, peut-être qu'effectivement, et si elle souffle très très fort dans l'esprit, bah, ça peut calmer les symptômes en tout cas. Mais par contre, oui, pour vraiment aller fouiller au niveau des causes et ces histoires de Bouddha, bon, ben, c'est autre chose. Et du coup, pour les praticiens ayurvédiques qui aimeraient se former à Boudvidya, toi, par exemple, dans ta pratique de Boudvidya, quels vont être ce qu'on va appeler des remèdes, on va dire grosso modo, mis à part du coup le côté botanique, quels vont être un petit peu les remèdes qui vont être proposés et que toi, tu enseignes du coup dans tes formations? Oui, c'est des plantes. Il y a des cocktails de plantes en particulier. Donc, les recettes, elles sont données dans les textes classiques, particulièrement l'Ashtanga Hridaya et l'Ashtanga Sangraha. Et après, c'est des rituels. C'est des rituels, en fait. Donc, il y a plein de formes. Alors, ça, c'est, dans le cadre ayurvédique, c'est un type de rituel particulier qu'on appelle les balis. C'est les offrandes. Alors, la traduction, c'est sacrifier
mais il faut pas s'imaginer qu'on sacrifie des poulets, hein. Ça se faisait par contre avant, mais aujourd'hui on ne fait pas de cette manière-là, en tout cas pas moi. Euh, et, euh, et donc là, c'est ce qu'on appelle dans Bhutta Vidya les pratiques qu'on appelle Shanti Karma, c'est-à-dire de pacification, des rituels de pacification en fait. C'est-à-dire que c'est pour pacifier en fait l'esprit en question et donc pour pacifier le mental de la personne, être plus à l'aise avec ça. Après, ça c'est plutôt des rituels qu'on appelle euh, des palliatifs entre guillemets. Hein, c'est dans la thérapie ayurvédique, c'est Shodhana, Samana et Rasayana. Donc c'est rituels shamaniya, c'est-à-dire pacifiants en fait, non pas qui pacifient les doshas, mais qui pacifient les bhutas. Après, pour ce qui est de l'intégration et de la transformation, si effectivement il y a des thématiques de transidentité qui sont liées au bhuta, bah là c'est autre chose. Là, c'est un travail beaucoup plus en profondeur. Et aussi, il y a une part de choix de la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, si la personne, par exemple, n'est pas AOT, c'est-à-dire qu'elle assume pas, par exemple, sa transidentité, il faut l'accepter et il faut pallier à ça. C'est-à-dire, il faut éviter que ça fasse souffrir la personne, tout simplement. Et si la personne décide, hein, c'est vraiment un choix personnel à respecter, de s'assumer comme tel. Donc là, bah, c'est bien de l'accompagner. Voilà. Et de la renforcer. Parce que bah, quand on fait un coming out et qu'on s'assume trans, ça peut perturber un peu, hein. Et, Oui, j'imagine, ça perturbe à la fois tes liens sociaux, ça te perturbe dans ton travail, dans tes relations, ça touche en fait toutes les sphères de ta vie puisque c'est et après, il y a aussi bah, pour le coup les transformations. C'est-à-dire que si une personne trans prend par exemple un traitement hormonal, bon après, j'ai remarqué, moi je parle par rapport à moi, hein. Au niveau des doshas, bon, ça change pas grand-chose dans l'équilibre des doshas. Par contre, c'est plus au niveau des bhutagni enfin pas des bhutagni, pardon, des dhatu-agni, c'est-à-dire la création des tissus. Donc là, effectivement, donc au niveau du feu digestif et des micro-feux digestifs, c'est-à-dire les dhatu-agni. Là, oui, forcément, ça joue. Mais au niveau de l'équilibre des doshas, pas tant que ça. Donc, mais bah, ça ne veut pas dire qu'il faut pas accompagner les potentiels déséquilibres doshik qu'il peut y avoir. Mais ils sont pas liés forcément à des transformations comme la prise d'hormones. Après, effectivement, il y a aussi des plantes de la pharmacopée ayurvédique qui ont un effet hormonal. Donc, on s'en sert généralement pour les troubles qui sont liés en fait aux hormones féminines, This audio was created with Podcastle.ai. qui sont liés en fait aux hormones féminines. Je parle shatavari, des choses comme ça, et aussi des trucs qui sont liés aux hormones masculines, l'ashwagandha par exemple. Et donc, dans la prise en charge d'une personne trans, si la personne trans veut s'essayer, entre guillemets, à quelques petites expérimentations hormonales, ça peut être aussi possible par les plantes. Avant de se lancer dans un grand traitement chimique de transition hormonale, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Et toi, tu as vu que ça t'avait, au niveau personnel, tu trouves que ça avait marché? Alors oui, c'était intéressant. Pour un début, c'était vraiment pas mal. Ça m'a permis d'expérimenter quelques petites choses. Après, bon, ça reste évidemment beaucoup moins puissant qu'un traitement chimique, hein. Il y a pas à dire, hein. Mais oui, il y a quand même des effets. Alors presque plus psychologiques en fait. Alors est-ce que c'est placebo? J'en sais rien. Je pense pas, hein, sincèrement. Mais oui, oui, ça peut être intéressant aussi. Alors, je rappelle quand même aux auditeurs que c'est bien d'être accompagné par un praticien en Ayurveda formé et expérimenté. Faire ses essais tout seul, c'est quand même assez Ah prendre oui, risques et périls, donc c'est bien d'être accompagné, je le recommande quand même. Morgane a quand même plusieurs années d'expérience à sa botte, donc elle peut se faire confiance. Pour nos auditeurs, voilà, soyez quand même accompagnés, c'est important de le préciser. Et du coup, tu avais quand même mentionné l'aspect social qui était quand même super important, notamment dans la transition de genre. Est-ce que toi, tu aurais des conseils? Alors là, je pense surtout aux proches
de personnes qui font leur transition, comment est-ce que, enfin, on peut avoir la meilleure posture possible, et puis peut-être alors je sais pas si c'est un petit pic ou quelque chose à lancer peut-être à nos structures occidentales sur qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour que finalement les transitions se passent au mieux, parce que finalement ce qui va aider les personnes trans à ne pas du coup tomber dans ces problématiques de dysphorie, c'est le cadre social qui est quand même très important et on l'oublie en fait. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire au mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos proches et aider la société? Waouh. Après, bah, c'est un peu au cas par cas hein, aussi. Hein. Bon, là, j'esquive la question en disant ça. Hein, parce que ouais, c'est une question assez poignante pour moi aussi. C'est, bah, en fait, euh, déjà accepter de ne pas savoir. Ça, c'est hyper important. Et ça, moi, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes élèves, notamment en Ayurveda. C'est accepter de ne pas savoir. Et effectivement, quand on est une personne proche, famille ou amie, c'est accepter de ne pas savoir, c'est-à-dire, en fait, bah, ne pas hésiter à demander à la personne qu'est-ce qu'elle attend de nous. Notamment, par exemple, là, c'est ce que tu as fait en fait en début d'émission. Comment tu veux que je te genre? Et ben ça, en fait, c'est la meilleure attitude. Ça commence pas, on demande. Plutôt que de faire des boulettes sans le savoir. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive fréquemment. C'est-à-dire que la personne n'ose pas me demander certaines choses, et notamment bah, comment il faudrait qu'elle me genre. Et en fait, va se prendre la tête sur oui, mais du coup, si là, genre au féminin, ça va lui faire plaisir, et sinon, en fait, mais en fait, peut-être pas, parce que finalement, peut-être que c'est en fait un homme et qui s'assume comme homme, et en fait, mais féminin, waouh! En fait, c'est presque plus de prise de tête pour la personne qui se demande ça que pour la personne trans en face. Bah, demande-moi. Et en fait, mais il y a une gêne. Il y a une gêne parfois. Après, bah, c'est simplement aussi l'inclusivité. C'est-à-dire, bah, en fait, bah, la meilleure façon de se comporter avec une personne trans, c'est entre guillemets d'une manière normale. Une personne trans reste une personne avec sa vie sociale, son taf, son boulot, sa famille, ses amis, ses habitudes, et en fait, bah, respecter ça et en fait, entre guillemets, normaliser la transidentité, c'est-à-dire l'inclure en fait dans un cas normal, bah, ça fait quand même du bien. Plutôt que ça soit un sujet de fascination, justement, le côté freak show, monstre de foire, qui va interroger tout un tas de choses, quoi. Donc ça, c'est vrai que l'inclusion et la normative, le fait que ça soit entre guillemets normal, même si ça l'est pas, hein. Je dis pas que c'est un phénomène normal au sens statistique du terme, mais disons que voilà, c'est un peu pénible parfois de créer autant d'émoi, donc sauf pour les personnes complètement narcissiques qui peuvent apprécier ça. Mais bon, pour au quotidien, c'est pas forcément, c'est pareil, c'est un peu chiant quoi, clairement, parfois. Je sais pas si j'ai réussi à répondre à tes questions. Si, je pense que collectivement, en fait, il faudrait juste qu'on pratique peut-être l'art de s'en foutre. C'est-à-dire que Ouais, chacun fasse un peu sa c'est ça. vie, ses choix, et qu'on n'en fasse pas tout un foin, sachant que les réseaux sociaux ont cette fâcheuse tendance à Voilà. amplifier beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, avec beaucoup d'ego qui ont besoin de se montrer, et tous les travers, et on oublie aussi toutes les personnes normales qui ont juste envie de faire leur vie de façon très Ouais, simple, et on oublie l'humanité, en fait, dans tout ça. mais c'est une question qui a été très très politisée ces dernières années, hein, notamment au départ, au démarrage aux États-Unis, hein, comme par hasard. Après, ça a venu en France. Et puis oui, oui, il y a les pros, les anti. Mais en fait, pour moi, le problème effectivement de tout le débat politique qu'il y a sur les personnes trans, a-t-on le droit d'utiliser les toilettes? Est-ce que moi, si en gros je vais chez les toilettes de femmes, est-ce que ça va créer une catastrophe pour l'humanité? C'est la question qui se pose. Moi, je suis pas sûr, mais bon, je peux comprendre que certaines personnes se posent la question, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire quand oui, le gros problème qui se pose, c'est aussi le fait que dans notre culture occidentale, il y a une binarité absolue, homme-femme, et que du coup, les personnes trans, bah, compliqué. Donc aussi bien, c'est-à-dire que du coup, mais on reste dans la binarité, dans le traitement actuel de cette question-là. Et ça, bon, pour moi, c'est un côté important, parce qu'en plus, bah, j'ai quand même voilà, baroudé un peu en Inde et je me
suis imprégné de ça. Mais pour moi, le fait, si on continue à rester dans cette binarité des gens, qui, bon, a quand même un socle chrétien, hein, c'est-à-dire c'est biblique, hein, enfin, c'est une interprétation de la Genèse, hein, il y a d'autres interprétations possibles, notamment juives. Euh, C'est-à-dire que bon, dans la Genèse à 27, c'est Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme, homme et femme. Donc il y a deux sexes, deux bases. Point barre. D'accord? Mais ça, en fait, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Et notamment, il y a des interprétations juives et pareil, qui disent que, en fait, bah non, en fait, ça veut dire que justement, à la base, la première création de l'être humain était un être androgyne. Hmm. Donc, non pas que Dieu a créé l'homme, homme et femme, mais Dieu a créé l'homme, homme et femme au sens de les deux en un. C'est aussi ce que disait Platon, hein. Voilà. Mais bon, c'est pas l'interprétation qu'on a retenue en Occident. L'interprétation, c'est au contraire la binarité. Donc bon, en fait, dans les faits, ça n'a pas eu beaucoup d'importance. Euh, bon, après, bon, c'est des études de genre. Les études de genre, il y a beaucoup de gens qui les critiquent en disant ouais, c'est une idéologie, etc. Et en fait, il y a des choses quand même hyper intéressantes, et notamment l'idée que la radicalisation de la binarité en Occident, c'est-à-dire femme-homme d'un côté et chacun son rôle et point barre, en fait, c'est assez récent comme phénomène. C'est-à-dire, ça serait notamment quelque chose qui serait, à Paris, je parle pas de la binarité, mais de la radicalisation de la binarité, notamment au milieu, fin 19e siècle, et qui serait lié notamment à la révolution industrielle, Hmm. avec vraiment l'idée de, en fait, et c'est lié particulièrement en fait à la bourgeoisie, au patriarcat, avec vraiment l'idée de l'homme dominant qui va conquérir le monde et la femme qui doit absolument rester à son rôle, c'est-à-dire le rôle d'une mère reproductrice et notamment d'une reproductrice de mâle dominant, c'est-à-dire de bourgeois. Et Je pense à la tradwife, tu sais, cette image de la femme au foyer qui doit rester et qui ne doit pas travailler, qui doit juste faire à manger, s'occuper des enfants, oui, et du c'est coup qui ça, est ouais. aussi Mais, problématique pour la femme en soi dans son oui, exploration dans la société. mais ça, justement, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, entre guillemets, c'est une image qui est assez récente. C'est-à-dire que, par exemple, à la Renaissance, ça n'existait pas, ce truc-là. Mm. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes ne faisaient pas d'enfants et elles n'étaient pas perçues comme des mères, etc. Non, mais c'est vraiment cette radicalité d'assignation, Mm. elle était en tout cas différente. Donc après, moi, je sais pas si j'ai vécu la Renaissance, mais je me rappelle plus en tout cas. Je sais plus comment, je sais pas comment les gens fonctionnaient par rapport à ça. Mais c'est cette radicalité et surtout cette violence, elle est assez vraiment amplifiée a priori au 19e siècle. Mm. Et donc, tant qu'on restera là-dedans, bah, ça sera compliqué hein, d'intégrer justement l'idée déjà de la transidentité, mais aussi pourquoi pas l'idée bah, d'une non-binarité, voire d'un troisième sexe, entre guillemets. Et ça, c'est justement l'idée d'un troisième siècle, d'une troisième nature, Tritiya Prakriti, qu'elle soit biologique ou qu'elle soit purement psychique, ce qu'on appelle l'identité de genre, en fait, aujourd'hui. Euh, En fait, bah, c'est le parti pris des sociétés traditionnelles, et notamment de l'Inde. Donc ça, on en a suffisamment parlé, mais c'est aussi le cas dans le Pacifique, les îles Pacifiques, hein, il y a un troisième genre aussi, et chez les Indiens d'Amérique, par exemple. Alors là, on ne les appelle pas troisième genre chez les Indiens d'Amérique, on les appelle les Two Spirits, en fait. C'est intéressant, même en lien avec Bhuta Vidya. Mais donc, voilà, souvent, et en Thaïlande, bien sûr, avec les cocktails, ce qu'on appelle les Ladyboys, qui se considèrent certes comme des femmes trans, mais en tant qu'identité, c'est une identité, c'est un troisième sexe. Mm. Vous allez en Inde, vous allez interroger la plupart des trans vont dire non, non, mais moi je suis ni homme ni femme, je suis troisième sexe, isras. Mais je me vis comme femme, bien évidemment, c'est le principe même de la trans. Mais en tant qu'identité, et notamment identité sociale. Et ça, en fait, bon, bah nous, on n'a pas ce truc-là parce que, et bon, je sais pas si ça sera possible un jour de s'ouvrir vraiment là-dessus. Moi, je pense que c'est un bon compromis. Mm.
un bon compromis justement entre les pros et les anti qui vont dire ouais non mais en fait les trans c'est des hommes pervers qui se déguisent en femmes pour aller mater sous les jupes dans les toilettes. Non mais il y en a qui pensent ça hein, vraiment. Hein. Et alors ou alors les militants pro LGBT à fond qui disent oui non mais les femmes trans sont des vraies femmes et point barre, il n'y a pas à remettre ça en question. Bon après il y a beaucoup de fake news mais j'ai entendu des trucs du style des femmes trans qui vont chez gynéco et qui se plaignent d'avoir leurs règles, enfin des trucs qui peuvent paraître un peu aberrants. Alors après, il y a quand même aussi oui des variations hormonales quand on prend des hormones qui ressemblent un peu au cycle féminin. Mais voilà, il y a une sorte de surenchère dans les deux camps qui s'affrontent. Et bon, peut-être que voilà, la solution traditionnelle peut être intéressante après tout. Oui, et puis du coup, recréer aussi, comme tu le disais, cette classe sociale à part entière, puisque les trans ont quand même un Ouais. jeu et un rôle particulier dans la société, notamment dans toute cette sphère un peu de guérison, de chamanisme aussi. Et le fait qu'on puisse réintégrer aussi cette troisième Ouais. sexe, c'est réintégrer aussi cette place de guérison dans nos sociétés qu'on a peut-être perdue également. Ouais, oui, oui, effectivement, oui, oui, ça on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a un rôle, et notamment un rôle, alors, par exemple, chez les Marous en Polynésie, euh, euh, il y a effectivement un rôle, mais chez beaucoup de trans, en fait, dans plein de cultures, il y a le rôle lié à la naissance, aux naissances des enfants. C'est-à-dire qu'on appelle les trans pour bénir les enfants à la naissance. Et chez ce qu'on appelait avant les berdaches, c'est-à-dire les trans indiennes, mais l'Inde, les Indiens avec les plumes et pas avec les poings, hein, donc l'Amérique, les trans indiennes donc de Navarro ou Lakota, on appelait les berdaches, mais il y a des noms évidemment dans les langues locales, mais je pourrais pas du tout les. Je ne parle pas couramment le Navarro, pardon. C'est le fait de nommer les enfants. On appelait les trans pour nommer les enfants. Voilà. Donc c'est lié beaucoup au rite de fécondité et de naissance. Et en Inde, en fait, bah, les trans, les Isras, traditionnellement, elles sont invitées dans les mariages pour bénir les mariages et lors des naissances pour bénir les enfants aussi. Ça se fait encore. Hein. Hmm. Et donc finalement, c'est comme si en fait, on avait retiré d'une certaine façon, métaphoriquement, la fécondité de ces personnes, mais du coup, on leur retirerait physiquement, on va dire, mais symboliquement, elles ont toujours ce pouvoir de fécondité, tu vois. Enfin, je trouve ça assez intéressant. C'est que physiquement, il y a ce truc de, voilà, vous pouvez pas vous reproduire, mais par contre, vous pouvez aller bénir, Ouais, parce que du coup, vous ouais, il avez y a ce quelque côté. chose un peu de transcendant, finalement, par rapport à ça. Ouais, ouais. En tout cas, ouais, c'est comme ça qu'on est perçu. Oui, oui, mais oui, oui, c'est ça. Mm. Et après, j'ai appris aussi autre chose. Et ça, je suis pas étonné. C'est que les Marous, donc en Polynésie, mais il y en a aussi, il y en a à Tahiti, par exemple. Hein. Maintenant, on les appelle plus les rérés, mais en fait, il y a des différences. Mais les rérés, ça, c'est depuis la colonisation, en fait, c'est la version occidentale. C'est un peu différent. Mais les Marous avaient, j'en ai rencontré une, il y en a une à Albi d'ailleurs. On s'est croisés par hasard dans le train. Elle venait juste tout juste de Tahiti avec sa fleur là. Waouh, Comme quoi, incroyable. tu vois, les esprits se rencontrent. C'est ça. Euh, c'est très rigolo parce que d'ailleurs, elle est d'une famille de pasteurs évangéliques. Et à Tahiti, en fait, c'est elle qui faisait les lectures lors des cérémonies, lors des messes. Alors qu'elle est clairement affichée trans, hein. Ce qui se fait pas beaucoup en métropole. Hein. Je vois très mal des trans à l'église faire la lecture, mes bien chers frères et bien chères sœurs et autres. Tu vois, On n'en est pas encore là. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, on n'y est pas. Non, non, mais en Polynésie, apparemment, enfin à Tahiti, ça passe crème, quoi. Donc, c'est quand même, moi, ça m'a étonné, agréablement surpris. Qu'est-ce que je disais sur elle, du coup, je m'y perds là. Tu parlais des marous, du coup, et de leur place. Oui, j'ai lu aussi qu'elles sont à fond des conseillers matrimoniaux. Ah, Et bah oui, parce que elle-même se revendique traditionnellement du troisième genre, ou du troisième siècle, hein, même si ça n'a rien à voir avec le biologique, en tout cas pas pour les trans, mais pour les personnes hermaphrodites ou intersexes aujourd'hui, on dit, ouais, il y a plein de jargon, désolé. Mais c'est en fait comme on est entre les deux, on est censé pouvoir comprendre l'un et l'autre. Donc quand il y a la guerre des sexes entre les hommes et les femmes, on est censé pouvoir faire la jonction entre les deux parce qu'on comprend un peu mieux le point de vue de l'un et de l'autre, vu qu'on a les deux. hmm. C'est rigolo, enfin, c'est intéressant, je trouve.
Bah, je trouve ça super, tu vois, de le prendre de ce point de vue-là et de voir vraiment ce troisième siècle comme une sorte de passerelle pour mieux se comprendre, parce que c'est vrai que les hommes et les femmes, ça fait quand même des millénaires qu'on a du mal à se comprendre. Et finalement, du coup, avoir ces personnes qui comprennent et qui font partie de ces deux mondes comme des intermédiaires, je trouve que c'est plus logique. Et puis des intermédiaires qui sont neutres aussi. Parce que demander conseil, une femme demandera conseil à une femme, elle n'aura pas les mêmes conseils que si elle va demander à un homme. Et du coup, avoir finalement cette passerelle neutre, je trouve que c'est beaucoup plus juste en tout cas. Bah après, oui, après, bon, moi, c'est vrai que dans le jargon moderne, je me considère comme non-binaire. Donc après, l'avantage du jargon moderne, c'est qu'il y a toutes les catégories, toutes les classes possibles. C'est-à-dire qu'on peut s'y retrouver, en gros, quelle que soit la manière dont on se vit, notre identité de genre, notre sexualité, etc. L'inconvénient, c'est que, il y en a énormément, on s'y perd complètement, et voilà, après, ça donne des caricatures du style, oui, je m'identifie à une table sans chaise, de sexe féminin. This audio was created with Podcastle.ai. Une table sans chaise, de sexe féminin. Bon, ça, c'est la caricature. Mais voilà, mais en même temps, ça a l'avantage de essayer d'être au plus proche de ce que chacun peut ressentir comme étant son identité. Et moi, mon identité, clairement, elle est, je pense, non binaire. Il y a des personnes trans, des femmes trans qui, elles, ont des identités plus binaires et vont vraiment se vivre comme d'identité féminine, voire presque 100% féminine. Et je vais voir certaines femmes trans, des copines, hein, plein de copines trans, évidemment. Enfin, j'en ai quelques-unes, quand même. Et je sais que j'ai des copines, c'est des femmes. Enfin, leur identité de genre, c'est femme, femme, point barre, quoi. Donc, si je commence à leur dire, oui, mais tu crois pas qu'on est un peu troisième sexe quand même? Elles vont me dire, ouais, peut-être pour toi, mais pas moi. Moi, la masculinité, c'est pas mon truc, ça a jamais été mon truc. Et puis tous les attributs masculins, je les ai effacés de ma vie, et puis basta. Bon, donc chacun se vit un peu différemment. Donc c'est pour ça que ce serait pas forcément une solution universelle. Et après aussi, le gros problème, et ça, c'est des discussions que j'avais eues avec une trans d'une asso, c'est hyper intéressant. Et ça m'a fait un peu bugger, c'est que le problème d'une catégorie à part, c'est le risque de la stigmatisation et notamment le risque de fichage. Parce que moi, j'avais tendance à dire, comme en Inde, en fait, il y a la reconnaissance officielle à l'état civil du troisième sexe, ce depuis 2017, je crois. C'est-à-dire qu'on peut cocher, quand on fait ses papiers, X, Y et X, enfin non, pas X, Y, mais M, F ou X. Mm. Voilà. Euh, et le problème, c'est que ça, c'est bien. Donc, ça reconnaît effectivement l'existence d'un troisième sexe ou pour les personnes non binaires, trans ou même intersexes. Mais le problème, c'est que ça fait un fichage. Et donc, en cas de pépin, notamment en cas de dictature, et dictature anti-trans, on est tous fichés. Tous et toutes fichés pour le coup. Et donc là, bon, en fait, on l'est déjà, hein, la plupart, hein, parce que les démarches, si on a entamé des démarches de transition médicale ou si on s'affiche à un minimum sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, en fait, le fichage, j'avais pas besoin d'aller chercher dans l'état civil pour ça. Mais c'est quand même une infection importante. Pourquoi? Parce que c'est arrivé dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire, les personnes trans ont été persécutées, notamment dans l'Allemagne nazie. On allait dans les camps avec les juifs et avec les homos et avec les tziganes et compagnie. Hein. Donc bon, il y a quand même un traumatisme il y a quand même un traumatisme dans la communauté qui est lié à ça, une méfiance. Mm. Oui, et puis finalement, comme le disait ton ami, c'est aussi assez limitant, du coup, finalement, de se figer, encore une fois, dans une catégorie troisième sexe, alors qu'en fait, finalement, peut-être qu'on a cette opportunité pour une fois de s'émanciper d'une case, de je suis ceci Oui, ou cela, et finalement se oui, remettre derrière dans une case. oui, Effectivement, c'est ça ça. sent encore une fois la limitation. Voilà, on veut rentrer dans cette boîte pour que la société, elle puisse nous permettre de cocher un petit papier, une Oui, c'est case. ça. Et finalement, c'est aussi des problèmes qui sont structurels à nos sociétés. Pourquoi a-t-on besoin absolument de rentrer dans une case et dans une forme de hiérarchie? Parce qu'il faut un côté très administratif, c'est très occidental, ça, de Oui. vouloir rentrer dans ce système linéaire administratif. Et c'est peut-être aussi l'occasion, au travers de ces mouvements, de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout le Oui. temps se mettre En dans des fait, boîtes et dans des cases? mais c'est pas étonnant hein, que les thématiques qu'on on cristallise entre guillemets autant de débats modernes parce que c'est
effectivement, alors, il y en a qui disent que c'est à cause de nous que la société est en train de s'écrouler, ou alors qu'on est des symptômes de l'écroulement de la société et qu'en fait on milite pour le transhumanisme, l'humanité 2.0 qui pourrait s'autodéfinir dans un monde sans catégorie, etc. Bon, ça c'est les critiques qu'on peut faire, mais en fait non, je pense que c'est plus à la fois plus simple et plus complexe que ça. C'est-à-dire les marges, quelles qu'elles soient, les marges, on est à la base, on est quand même une marge, hein, dans le sens, on est une minorité, définissent la majorité. Ça, c'est très Foucault, quoi. C'est-à-dire, finalement, si on veut comprendre les règles d'une société, il faut aller comprendre comment ça fonctionne à la marge, pour voir quelle est la limite, justement. Et comment, du coup, les limites sont définies, et donc comment la définit la société. J'aime bien, moi, le côté Foucault, comme ça. Et, mais là, pour être franc, c'est effectivement, bah, disons qu'à la fois, comment expliquer ça? Oui, entre guillemets, les trans seraient des êtres, entre guillemets, dionysiaques, pas au sens orgiastique, Bacchus et tout, quoique, bah oui, c'est peut-être aussi dans l'imagerie populaire à ça. Mais dans le sens, des choses qui sont hors normes, qui font peur, qui redéfinissent les règles du jeu, ou qui peuvent mettre en branle les règles du jeu, donc des forces du chaos, entre guillemets, hein, par rapport à un ordre social déterminé. Et donc, une société saine, qu'est-ce qu'elle fait? Une société saine, elle n'externe pas ça. Elle va intégrer ça, intégrer le hors norme au sein même de la norme et définir en fait une place, en fait. Donc c'est pour ça que finalement, moi j'ai tendance à prêcher, entre guillemets, pour la reconnaissance du troisième siècle, l'intégration dans la société des personnes trans, etc. J'ai plutôt tendance à ça. Plutôt que de se dire en gros on est là par où tout va péter quoi. Non, je pense que c'est ou alors si pourquoi pas. Peut-être que voilà dans notre nouvelle société on va définir les règles autrement et que mais euh, mais en tout cas je pense qu'à un moment donné toute société a besoin de définir ses règles, définir ses frontières, ses normes et du coup notre statut ne pourra de toute façon que dépendre que ça, que ce soit dans une société, on le voit, je veux dire, dans la société indienne, voilà, les trans ont un statut particulier, dans les sociétés occidentales, encore un autre statut. Donc, je sais pas, je peux pas prédire l'avenir. Je suis normalement aussi, normalement, je suis censé pouvoir le faire parce que les trans, d'Amérique prédisent l'avenir, ce sont des devins. Avec de l'expérience, tu vas pouvoir bientôt nous prédire l'avenir. S'il suffit encore de Ouais. quelques années, c'est bon. Ah, c'est plutôt toi. Non, mais non, non, d'ailleurs, tu fais plus des prédictions, t'es pas trop l'astrologie Je suis pas prédictive. trop prédiction, mais je pense qu'on s'auto-prédit, voilà, on s'auto-détermine aussi. Moi, je suis très partisane du libre arbitre. Mais tu vois, ta réflexion, elle est intéressante parce que moi, elle me fait penser aux 5 types de dharma. Enfin, moi, je travaille avec 5 archétypes, qui sont l'éducateur, le guerrier, le travailleur, le marchand, qui vont représenter en fait nous en tant qu'individus, mais aussi nos structures. Tu vois, le guerrier, ce sera plutôt le maharaja, donc le leader, qui sera toujours guidé par un brahman. Donc, à la base, les sociétés étaient toujours un peu religieuses. Puis on a les travailleurs, enfin les marchands, les travailleurs, et puis les outcasts, ce que j'appelle les outsiders. Et finalement, je vois vraiment, tu vois, les personnes trans comme ces outsiders. Et donc Simon Chokowski, mon enseignant, parlait souvent en fait d'une forme de cycle où finalement, en fait, les brahmanes enseignent aux guerriers. Les guerriers enseignent aux marchands, les marchands enseignent aux travailleurs, les travailleurs aux outsiders. Mais en fait, on oublie que dans ce cycle, les outsiders doivent enseigner aux enseignants, aux brahmanes. Donc les outsiders, si tu veux, les trans, doivent en fait avoir un impact sur les brahmanes. Et j'aimais beaucoup ce principe, si tu veux, de cyclicitude, parce que ça nous montre qu'en fait, finalement, pour évoluer, parce que finalement, les évolutions, c'est comme un peu la dynamique des spirales, où il faut toujours monter un petit peu, ou on peut aussi descendre, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais finalement, si les brahmanes et les maharajas finalement se repèrent aux outcasts, donc au peuple et du coup aux trans, d'une certaine façon, à tous ceux qui sont un peu mis de côté, aux parias, on va dire ça comme ça, et ben on peut en termes de société évoluer et grandir et faire grandir l'ensemble finalement des autres sphères de la société. Et je trouve que c'est important quand même de se le garder en tête, c'est qu'on n'est pas juste des castes en fait mises comme ça les unes après les autres. En tout cas, pour moi, on est vraiment tous interconnectés et notre évolution dépend de cette interconnectivité là. Mais ça me fait penser aussi aux inversions dans le Kali Yuga, quoi. Mm. Et au carnaval. Oui, c'est vrai. Bah, la fête des fous, c'était ça, c'était tous les outcasts en fait qui avaient le pouvoir. Mm.
l'espace d'une journée. Donc, il pouvait commander aux nobles, les humilier, etc. L'espace d'une journée seulement. Sinon, faut pas déconner, ça fait trop. Mais non, faut pas déconner, hein, c'est ça. Mais ça faisait partie de l'équilibre de la société. C'était sain, en fait. Mm, Cette inversion, en fait, était saine. Et donc, ça me fait penser à ça. mm. Parce que sinon, tu as la critique très conservatrice du Kali Yuga comme inversion des valeurs, et puis on va inévitablement vers la dissolution et puis l'augmentation du mal dans le monde. Oui, peut-être aussi, je sais pas. Mais effectivement, le côté positif du Kali Yuga, bon, au-delà de tout ce qu'on sait de positif du Kali Yuga, l'accélération enfin, l'accélération des sadhanas, etc. Je pense qu'il y a ouais, peut-être un peu ça aussi. C'est-à-dire l'outcast, le truc qu'on rejette en fait qui finalement est important et enseigne. Mm. Ouais. Mais c'est d'ailleurs aussi le gros problème de la transphobie, hein. Et le problème de la transphobie, même s'il peut y avoir des rationalisations, la transphobie c'est une phobie, c'est-à-dire c'est une peur, c'est quelque chose d'irrationnel. Comme l'antisémitisme, la judéophobie ou la négrophobie, on peut justifier ça comme on veut. À la base, ça reste un truc qui, en nous, est perturbé Mm. et qui vient nous interroger sur qui on est. C'est tellement différent, ça me fait tellement bugger que ça m'interroge sur qui je suis. Donc là, pour l'occurrence, avec les trans, ça interroge sur l'identité de genre et la sexualité aussi. Et donc il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Mais pas parce qu'elles sont pas à l'aise avec la personne trans en face. Elles sont pas à l'aise parce qu'elles sont pas à l'aise avec elles-mêmes. Mm. Parfois, ça fait ça. Alors, c'est pas tout le monde, mais quand il y a une transphobie vraiment qui est incontrôlable et agressive, souvent derrière, il y a ça, hein. D'ailleurs, la plupart des agressions des personnes trans se font dans un contexte de drague. En gros, on est des femmes trans, on se fait draguer par des mecs dans la rue, et le mec se rend compte qu'en fait, on n'est pas des nanas cis, donc du coup, on est des nanas trans, et en fait, ils pètent complètement les plombs, ils deviennent violents. Ils se sentent trahis, machin, alors qu'en fait, chez beaucoup de trans, ça se voit que c'est des trans. Je veux dire, c'est quand même grosse excuse, quoi. Grosse excuse pour pas assumer certaines choses, hein. Oui, il y a une forme de pulsion qui se révèle à un moment donné, et en fait, il y a un rejet de la pulsion de je suis ça, ou en tout cas, il y a une forme d'attrait, de désir sur quelque chose, et du coup, pour répondre, il y a une forme de violence, comme si l'ego, la construction qu'on s'était fait de qui on pensait être, en fait, devait se protéger, et du coup, ça tombe en violence, mais du coup, ça reste quand même pas normal, parce que bah, c'est des femmes trans qui subissent aussi ces problématiques de personnes qui n'arrivent pas à connecter finalement à quelque chose qui fait partie d'elles-mêmes. Mm, mm. Mais du coup, c'est des sujets qui sont intéressants parce qu'en forme, enfin, nous en tant que société, il va falloir qu'on apprenne à canaliser ces violences et du coup, ça ne peut passer effectivement peut-être que par une acceptation, une tolérance et peut-être du coup par un troisième cesse dans un premier temps, en tout cas pour que on puisse avoir une forme de structure peut-être qui pourrait, en tout cas, apaiser les esprits des plus frustrés, si on peut dire ça comme ça. Ils ont une utopie, une utopie traditionnalo-moderne. Non, je sais pas, oui, c'est sûr. La tolérance, on a quand même, faut pas. Moi, je fais pas partie de celle qui dit que voilà, dès qu'on va dans la rue, on se prend des caillasses. Non, il y a de la quand même de la tolérance. Mais par contre, de la gêne et du pas savoir comment réagir, et puis de la stigmatisation et de l'ostracisation, oui, il y en a. Ça, oui. Mm. Elle est plus subtile qu'il y paraît, mais il y en a. Tout le temps. Bon, en tout cas, je pense qu'au travers de ce Sauf podcast, on a vu quand même pas mal de choses sur comment bah, déjà comprendre la transidentité. Et puis ce qui était vraiment très chouette, c'est qu'on a pu voir, grâce à ton savoir et ton expérience, bah, que c'était quand même quelque chose qui était là depuis un petit bout de temps et qui habite les hommes quand même depuis pas mal de siècles. Et que finalement, voilà, on a toute cette sphère aussi de Bhuta Vidya et cette sphère aussi un petit peu chamanique liée à la transidentité. Du coup, pour nos auditeurs et auditrices qui aimeraient peut-être se former à Bhuta Vidya, où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver alors à la fois tes consultations mais aussi tes formations? ouais. Euh, euh, donc moi j'ai un site internet, c'est Narayana, Narayana, le tiret au milieu, Ayurveda, sans accent, .com, narayana-ayurveda.com. Donc là, bon, c'est mon site où j'ai à la fois mes prestations
Je fais des téléconsultations généralistes, hein, des bilans ayurvédiques classiques, indochiques. Et je fais aussi des bilans ayurvédiques en Bhuta Vidya. Donc là, c'est une consultation spécialisée en fait, hein. Voilà. Et après pour les formations, donc jusqu'à présent, on était sur des ateliers bimensuels. Ça fait 2 ans, hein, c'est des ateliers d'exploration. J'avais appelé ça initiation à la psychologie ayurvédique. On va continuer a priori à la rentrée sur des ateliers bimensuels, mais dans le cadre de formation continue parce que je vais lancer une formation complète en Bhuta Vidya, donc en spécialisation ayurvédique. A priori, ça sera une formation sur 3 niveaux, avec le premier niveau qui sera effectivement un peu toi ce que tu as vu jusqu'à présent, c'est-à-dire des ateliers théoriques, mais aussi un accompagnement thérapeutique avec des consultations en fait. Parce que là, effectivement, quand on apprend Bhuta Vidya, il faut, j'allais dire passer sur le divan entre guillemets. Si on fait au départ, il n'y a pas besoin de divan et on n'est pas des psychanalystes. Et c'est-à-dire que oui, là, il faut un travail sur soi, un travail d'exploration intérieure, quoi. On peut pas y échapper quand quand on veut devenir, qu'on appelle aujourd'hui psychopraticien ou psychopraticienne. Donc voilà, ça va faire partie de l'apprentissage. Et après, donc là, il faut que je m'organise, trouver des lieux adaptés pour ça. Des stages pratiques en fait, en présentiel. Donc là, pour apprendre notamment toutes les techniques rituelles, etc. Voilà. Et des explorations, notamment des explorations psychogéographiques, j'appelle ça. Bon, en tout cas, moi déjà, je recommande les ateliers parce qu'en vrai, ils étaient vraiment extra, super complets. Donc, si vous êtes juste un peu curieux, déjà rien que les ateliers, franchement, vous allez apprendre 1 million de choses, je Mais pense. les ateliers, justement, la formation niveau 1, ça va être, je vais tout réenregistrer, toutes les vidéos des ateliers, pour faire un package, en fait, des ateliers. Et ben voilà, les Donc voilà. auditeurs, vous savez, là, c'est le premier module qu'il faut faire. Déjà pour avoir les bases sur tous les boutas, sur la psychologie ayurvédique, c'est vraiment des bases et je pense que peu importe hein, qu'on soit même astrologue, praticien en ayurveda, enfin je trouve que c'est un complément qui est vraiment incroyable à toutes les pratiques d'accompagnement. Cette science de Budvidya, c'est vraiment incroyable. En plus, tu l'amènes super bien. Ici, niveau bouquin, j'ai écrit un bouquin sur la question, ça s'appelle Les clés de la psychologie ayurvédique. Désolé pour le titre un peu racoleur. C'est un manuel, hein, c'est un manuel sur un manuel de Bhuta Vidya. Et puis, donc ça, publié aux éditions le Refuge du Rishi. Donc, on peut le commander directement sur le site de l'éditeur. Euh, voilà. Et puis, sur mon site, il y a aussi des articles que j'ai écrits, que ça soit dans des revues en français, mais aussi des articles plus techniques, plus scientifiques en anglais. Parce que j'ai aussi commencé à travailler avec une équipe donc de psychiatres ayurvédiques d'un hôpital en Inde qui ont une revue en fait scientifique et donc du coup j'ai écrit des articles en anglais aussi dans cette revue-là. Voilà. Et ben, ce que je ferai, je mettrai tout ça dans la barre d'infos, comme ça nos auditeurs et nos auditrices, vous aurez de quoi lire et vous occuper pour cet été, avec plein d'informations, plein d'ouvrages pour découvrir cette science. En anglais sur les Apsara et les Gandharva. Ouais. Et ben on mettra celui-ci en premier. Eh ben, en tout cas, Morgane, merci infiniment d'avoir participé à ce podcast. C'était vraiment super intéressant. Et puis, bah, oui, vraiment, très belle continuation à toi. Encore merci. Bon, merci beaucoup. This audio was created with Podcastle.ai.